Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci de participer à notre live, à notre rendez-vous hebdomadaire sur le web. Nous attendons que vous vous connectiez. Allez-y, connectez-vous. Qu'on voit au moins que vous êtes présents. Connectez-vous et partagez ce live à vos contacts pour les inviter à nous rejoindre, à partager ce temps d'entretien qui vous est dédié. Voilà, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui nous dit qu'il est présent. C'est très très bien. Alors, nous allons donc démarrer. Merci de nous faire signe et de nous prouver que vous êtes avec nous. Alors, je m'appelle Nelly Mortiniera pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Nelly Mortiniera et je fais partie de l'équipe d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan. Donc, je serai votre interlocuteur aujourd'hui. Voilà, merci Mohamed de nous faire signe. Cela signifie que vous êtes vraiment présent. Donc, nous allons démarrer notre live et je vous invite à vraiment le partager, à inviter vos contacts, à faire en sorte qu'ils puissent nous rejoindre et discuter avec nous sur un temps d'échange qui vous est dédié. Voilà. Donc, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui a toute son importance chez le diabétique, comme il vous l'a été annoncé sur notre réseau Facebook. La thématique aujourd'hui porte sur comment suivre mon diabète pour éviter ou retarder la survenue de ces complications. Donc, dans cette phrase, je retiens une chose, c'est une notion de temps. Il y a une notion de temps, une notion de durée, de suivi. Donc, on va mettre en place quelque chose. Et dans ces conditions-là, on va donc bien cerner notre thématique autour de ce qu'on appelle les complications chroniques du diabète. Dans ces complications chroniques du diabète, il y a la notion donc de chronicité, de durée. Les diabétiques donc peuvent développer des soucis au long cours lorsque leur maladie évolue depuis plusieurs années, et c'est ce qui fait en soi la gravité du diabète, mais c'est ce qui fait surtout l'intérêt, qui porte surtout l'intérêt sur cette alliance thérapeutique qui s'inscrit et qui se lie entre le médecin et son patient. Donc, c'est un challenge en couple qui est mené et qui crée finalement la possibilité de prendre en charge les patients pendant plusieurs années. Donc, ces complications chroniques, dites chroniques du diabète, peuvent également apparaître au moment de la survenue du diabète. Ça, en particulier dans le diabète de type 2, à ce moment-là, il s'agira d'une maladie qui va évoluer à bas bruit, une maladie qui va évoluer de manière insidieuse pendant plusieurs années. Aucun ressenti n'est annoncé, le patient se sent tout à fait bien, mais au moment de la révélation des symptômes cliniques, celle-ci va apparaître déjà au stade des complications. Mais il n'y a pas le feu dans la maison, il n'y a pas péril en la demeure. Il faut tout simplement retenir une chose, c'est qu'un patient diabétique bien équilibré donc peut ou pourrait ne pas développer ces complications. Ce qui est aussi important, c'est de savoir qu'un patient diabétique bien équilibré a une espérance de vie identique à celle d'un patient non diabétique. Donc, la deuxième chose à retenir, à mon sens, c'est que grâce aux grandes études de référence qui ont été menées sur le diabète ces 30, voire plus de 30 dernières années, on a pu mieux comprendre le diabète. On a pu donc mettre en évidence les principales complications qui font la chronicité de la maladie, et on a pu élaborer le chronogramme d'apparition de ces complications dans le temps.
grâce à ces connaissances, les sociétés savantes ont donc pris la décision de mettre en place, d'élaborer des stratégies qui vont permettre de dépister ces complications de manière précoce, qui vont également permettre d'anticiper, de prévenir, voire d'éviter et de retarder la survenue de ces complications. Et chez les patients chez qui elles existent déjà, les stratégies de prise en charge permettent donc de retarder la survenue de ces anomalies, de ces difficultés. Il faut donc savoir que l'espoir existe au bout et contrairement à ce que peuvent penser les patients diabétiques, il n'y a pas de fatalité derrière cela. C'est-à-dire que même si on est diabétique, ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on se voit tout de suite une jambe amputée ou aveugle. Parce que quand on effectivement annonce le diagnostic aux patients, c'est souvent le drame parce qu'ils arrivent à associer à cette maladie des images délétères, des images difficiles. Donc, il est donc important de comprendre que le suivi du diabète est fondamental et c'est lui qui va nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients et surtout d'améliorer le vécu à travers la maladie. Donc, quand on parle de complications du diabète, complications chroniques, de quoi s'agit-il? Il va s'agir essentiellement de complications vasculaires et neurologiques. Et pour cela, on va distinguer deux types de lésions. Il y a des lésions qui sont spécifiques au diabète, qui sont tributaires du déséquilibre glycémique au long cours, sur plusieurs années, voire des années bien certaines. Et ces lésions-là, elles sont en lien direct avec le diabète. Ce sont l'atteinte essentiellement de tout petits vaisseaux qu'on appelle la microangiopathie, micro pour petit, angio pour vaisseau et pathie pour maladie. Donc, le diabète a la spécificité de toucher essentiellement des tout petites artères, de tout petits vaisseaux et entraîner la microangiopathie. Mais pas n'importe lesquels non plus. Elle touche essentiellement les vaisseaux de territoires bien précis, c'est-à-dire des yeux pour donner l'atteinte du diabète au niveau des yeux qu'on appelle rétinopathie diabétique, le rein pour donner l'atteinte du rein par le diabète qu'on appelle néphropathie diabétique, et l'atteinte de petits nerfs qui contrôlent la sensibilité, la motricité de nos extrémités, de nos pieds essentiellement, et qui vont donner la neuropathie diabétique. Cette neuropathie qui peut aussi toucher les fonctions que l'on ne contrôle pas, c'est-à-dire le péristaltisme de l'estomac, c'est-à-dire la mobilité de l'estomac, la mobilité des intestins, la mobilité de la vessie, et donner ce qu'on appelle la neuropathie neurovégétative, donc une neuropathie qui va toucher également les viscères que l'on ne contrôle pas. Enfin, il existe, donc je vous ai parlé de lésions spécifiques en lien avec le diabète, mais des lésions aussi qui sont non spécifiques du diabète, parce que le diabète n'est pas seul à entraîner les problèmes que l'on va décrire maintenant. Le diabète s'accompagne donc d'autres maladies qu'on appelle les maladies métaboliques, qui sont l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, qui sont également l'alcoolisme, le tabac, l'obésité, la sédentarité, avec toutes ces anomalies, le diabète accompagné de toutes ces anomalies vont toucher des vaisseaux de calibre plutôt moyen et de gros calibre et entraîner ce qu'on appelle la macroangiopathie diabétique. Macro pour gros, angio pour vaisseau et pathie pour maladie. Donc la maladie des artères de gros calibre. Ce sont essentiellement les artères qui vont nourrir les vaisseaux, les artères du cou qui nourrissent le cerveau, pouvant être responsables ainsi d'attaques cérébrales. Puis les artères qui nourrissent le cœur, qu'on appelle les coronaires, et qui peuvent donner des infarctus. Et la spécificité de l'infarctus chez le diabétique, c'est essentiellement un infarctus dont on ne ressent pas les symptômes. Et enfin, les artères qui nourrissent les jambes. Donc, en soi, ce qu'il faut retenir, c'est que les complications du diabète existent. Il ne faut pas être dans le déni.
mais que ces complications, mais que lorsqu'on est bien équilibré, on peut éviter, retarder, prévenir et même ralentir l'évolution de l'apparition de ces complications. Ensuite, ce qui est également à retenir, c'est qu'il est impératif de suivre son diabète, de faire suivre son diabète. Et pour ça, c'est la relation qu'on établit avec son médecin et la stratégie de suivi qu'on met en place. Donc, cette stratégie de suivi qui va faire en sorte qu'on contrôle régulièrement le fond de l'œil chez l'ophtalmologue, qu'on contrôle régulièrement la petite albumine dans les urines, qu'on fait un examen des pieds pour rechercher la neuropathie. Et cet examen nous est également aidé par les soins de pédicure et de podologue qui vont également examiner un peu plus, de manière un peu plus approfondie le pied du diabétique. Et puis, le suivi chez le cardiologue et le suivi chez l'angéologue pour aller dépister les maladies inhérentes au long cours, l'installation du diabète, les maladies qui vont venir se greffer en plus. Donc, le cadre de notre entretien étant posé, donc je vais maintenant éventuellement, comme on dit, privilégier le direct et puis commencer à répondre à vos questions puisque je vois que ça défile et c'est très bien. Donc, en tout début, il y a Larry qui nous dit « Bonjour, quel dispositif y a-t-il pour bien se protéger quand on a le diabète de type 1 ?» Eh bien, le premier dispositif, je vais répondre à Larry, pour moi, le premier dispositif, Larry, c'est déjà de bien équilibrer son diabète. De bien équilibrer son diabète en faisant attention à ce qu'on mange, en mettant en place une hygiène de vie, comme on dit vulgairement, et puis en prenant correctement son traitement. Donc, il va arriver que de temps en temps, des facteurs intercurrents peuvent venir déséquilibrer ce diabète, mais il n'y a pas péril en la demeure, comme je dis. On rééquilibre les glycémies et on repart. Et de toutes les façons, ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à intégrer des moyens d'alerte et mettre en place une certaine hygiène de vie qui vous permettra, un bon suivi du diabète également, qui vous permettra d'être mieux contrôlé et de voir venir, sinon de prévenir les futures complications que vous pourrez avoir. Donc voilà, à mon sens, j'espère que j'ai répondu à l'attente de Larry. C'était une question un peu générale, donc c'est toujours un peu particulier de devoir répondre de manière générale. Il y a Brigitte qui nous dit « Bonjour docteur, à partir de quel âge un diabète de type 1 doit consulter le cardiologue et qu'est-ce que le score calcique ?» Alors là, on a deux questions dans la question de Brigitte. C'est déjà de savoir à quel âge un diabétique de type 1 doit aller consulter le cardiologue. C'est vrai que le diabète de type 1 arrive à un âge assez jeune et qu'il va évoluer pendant suffisamment longtemps. Alors, c'est vrai que quand on arrive à l'âge de jeune adulte, on peut déjà avoir une durée de diabète conséquente. À mon sens, je pense que la réponse s'établit entre le diabétologue et son patient. Un jeune diabétique qui est bien équilibré, qui fait bien attention, qui n'est pas fumeur, au bout de 15 ans de diabète, peut ne pas être obligé d'aller voir le cardiologue parce que de toute façon, il s'agit là d'une maladie brutale d'apparition, comment est-ce que je vais dire ça, d'apparition brutale qui finalement n'a pas de conséquences encore en arrière. Et s'il est particulièrement bien équilibré, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on l'envoie très tôt aller voir le cardiologue. Mais par contre, si effectivement on a une longue histoire de diabète assez déséquilibrée et en plus il est tabagique et qu'on voit arriver comme ça d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, à ce moment-là, oui, il est judicieux de proposer à ce jeune patient d'aller voir au moins une fois un cardiologue pour au moins en faire la cartographie.
Alors, en ce qui concerne le score calcique maintenant, le score calcique, c'est un moyen un peu de dépistage de l'atteinte cardiaque par le diabète. Effectivement, il est venu un peu pour faire le tri des patients à adresser au cardiologue. Le score calcique, c'est un scanner cardiaque sans injection qui est très peu invasif parce qu'on n'injecte pas de produit, qui ne dure pas longtemps, une dizaine de minutes dans l'appareil, il faut simplement ne pas être claustrophobe, et qui n'est pas coûteux parce que il coûte à peu près le prix d'une radiographie thoracique. Il a pour principe d'aller compter les petites calcifications au niveau des coronaires et de prévoir quels sont, de sélectionner les patients qu'on enverra chez le cardiologue pour aller faire une épreuve d'effort qui dépistera un peu plus l'atteinte des coronaires, donc des artères du cœur, par le diabète. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, aux deux questions de Brigitte, que je remercie de poser des questions assez pertinentes. Est-ce que, en ce qui concerne maintenant la question de Sifia Benouis, qui nous dit, est-ce qu'en équilibrant mes glycémies, je peux corriger ma rétine découverte récemment? Merci de me répondre. Je pense que ce que Sifia veut nous dire, c'est qu'il a effectivement développé l'atteinte des yeux par le diabète. Donc, il a une rétinopathie diabétique. Et donc, le principe dans la rétinopathie diabétique, c'est qu'il faut effectivement, oui, équilibrer bien ses glycémies, mais aussi équilibrer ses tensions. Parce qu'il s'agit là d'une atteinte vasculaire. Et bien équilibrer les pressions artérielles et le diabète permet de éventuellement ralentir l'évolution de sa rétinopathie. Mais derrière ça, il y a également une prise en charge qui a vachement évolué parce que pendant de nombreuses années, la rétinopathie diabétique a été longtemps traitée par laser, mais aujourd'hui, elle fait l'état aussi dans les formes un peu humides, hein, puisqu'il existe des rétinopathies diabétiques sèches et des rétinopathies diabétiques humides. Elle fait l'état aujourd'hui de traitement par des thérapies particulières avec des injections intraoculaires de ce qu'on appelle du Lucentis, hein, des antifacteurs de croissance, et ça a révolutionné la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Oui, Sifia, on peut vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de bonnes choses qui se font aujourd'hui dans la rétinopathie et qui permettent d'améliorer le capital visuel, du moins d'en freiner l'évolution. Mais primum movens est de bien équilibrer votre glycémie et vos tensions et d'agir également sur ce qu'on appelle, encore une fois, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'excès de cholestérol. Il faut agir sur la sédentarité, il faut agir sur l'obésité si on a un peu trop de poids, il faut arrêter de fumer et il faut arrêter une consommation excessive d'alcool. Alors ensuite, il y a Annick. Annick qui nous dit « Bonjour, je suis diabétique depuis 8 ans. Dois-je faire 2 fonds d'œil tous les ans et pourquoi ?» Merci Annick Dugard. Bonjour aux diabétiques du Gard, je vous remercie d'être présents à nos rendez-vous du web. Cela veut dire qu'on commence à dépasser les frontières des Pyrénées-Orientales et qu'on rentre dans les frontières de notre grande région d'Occitanie. Donc Annick, vous êtes diabétique depuis 8 ans, faire 2 fonds d'œil par an, pourquoi? Il faut déjà faire un premier fond d'œil. Ça vous permettra de cartographier ce qu'il en est. Votre ophtalmologue donc, va vous faire un fond d'œil, va regarder s'il y a un début d'atteinte des petites artères au niveau des yeux, donc s'il y a un début de ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, et à partir de là, il vous donnera la fréquence de suivi. Donc, n'allez pas non plus précipiter les examens parce que peur il y a derrière. Je vous dis à chaque fois, il n'y a pas péril en la demeure. Il faut savoir relativiser. Je ne vous demande pas de négliger, mais il faut savoir souvent prendre un peu de la distance, savoir que quand on est diabétique, on vit bien avec son diabète, on n'a pas besoin de surjouer dans les prises en charge, il faut simplement respecter les consignes de suivi. Donc, dans un premier temps, faire ce fond d'œil. Si ce fond d'œil est strictement normal, vous n'aurez pas besoin de le refaire de manière annuelle, vous pouvez le faire tous les 2 ans. Donc voilà, Annick, si je
peux répondre à votre question, c'est essentiellement de vous dire cela. Allez, rapprochez-vous de votre ophtalmologue, faites un fond d'œil et en fonction du résultat, normalement lui-même vous donne la fréquence de suivi. Donc ensuite, il y a Sylvie Mazet qui nous dit bonjour docteur, diabétique de type 2, la diabétologue me dit que tout compte fait, il s'agit d'un diabète de type 1 tardif, est-ce possible? Oui, mon oui est très catégorique, Sylvie, parce que on sait aujourd'hui que des diabétiques de type 1 lent existent, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une maladie presque identique à celle du jeune, mais qui s'installe de manière lente par une destruction beaucoup plus lente de ce qu'on a appelé les îlots de Langerhans, les cellules qui fabriquent l'insuline, et lente et progressive par ces anticorps. Donc, si vous êtes un diabète de type 1 tardif, comme le dit votre diabétologue, c'est qu'elle a pu mettre en évidence des auto-anticorps et qu'elle corrige finalement le tir. Et que cette maladie qu'on dit de préférence le lot du jeune peut arriver à n'importe quel âge de la vie. Dans notre expérience hospitalière, nous avons découvert un diabète de type 1 lent chez une patiente de 85 ans. Donc, vous voyez que finalement, l'âge en soi n'est pas trop l'apanage de ce diabète. C'est le mécanisme qui dit si on est diabétique de type 1 lent ou diabétique de type 2. Donc, Sylvie, j'espère aussi là avoir répondu à votre question et je vous remercie. Ensuite, Nadine. Bonjour Nadine, je suis diabétique depuis 28 ans, donc on a déjà une durée de diabète suffisant. Je n'arrive toujours pas à équilibrer ma glycémie malgré mes efforts de quotidien. Alors, mes efforts au quotidien. Donc, Nadine, je ne sais pas trop quel est votre traitement actuellement. Il est fort probable que si vous êtes diabétique depuis 28 ans, quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes un type 1 ou un type 2? Parce que peut-être qu'il y a encore moyen d'intensifier votre traitement et de mettre en place effectivement des mesures beaucoup plus élaborées dans la prise en charge de votre diabète. Comme vous l'a dit le docteur Bénichou la semaine dernière, c'est pas parce qu'on est diabétique de type 2 qu'on ne peut pas bénéficier d'une pompe à insuline qui, pour nous, est le meilleur moyen d'aller au plus fort des possibilités d'équilibration glycémique. Donc, dites-nous un peu plus et on pourra effectivement vous conseiller pour que vous puissiez en rediscuter avec votre diabétologue, vous rapprocher d'elle et puis discuter de ces thérapies pour lesquelles, thérapies qui ont fait l'objet la semaine dernière d'un très bel échange et qui vous permettrait peut-être d'être mieux équilibré. Donc, j'espère, Nadine, que vous ne m'en voudrez pas de ne pas pouvoir répondre de manière très satisfaisante à votre question, mais les éléments que vous m'apportez ne sont pas suffisants. Alors, dites-nous bien de quel diabète vous souffrez, type 1, type 2, et de quel est votre traitement actuellement qui n'est peut-être pas suffisamment intensifié. Donc, je recherche un peu les questions, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a une Annick Nil qui me dit, est-ce que je peux devenir aveugle? Madame Annick, même moi, je peux devenir aveugle pour des raisons multiples et variées, mais je pense que vous voulez me dire que vous êtes diabétique, que peut-être vous avez une rétinopathie diabétique, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas péril en la demeure parce que maintenant, aujourd'hui, nous sommes dotés de suffisamment d'outils pour pouvoir retarder de manière conséquente. Alors, quand je vous dis de manière conséquente, il faut savoir que les études qui ont permis de mieux connaître le diabète permettent de nous dire, de nous rapporter aujourd'hui que les complications du diabète peuvent dorénavant être reculées de 15, 20 et peut-être même 30 ans aujourd'hui, puisqu'on est déjà à cette étude qui s'appelle UKPDS et DCCT, qui ont été les grandes études de référence dans le temps, à UKPDS et DCCT post-30 ans. Donc, ces patients qui, au départ, avaient été suivis sont toujours revus et il y a des patients qui, 30 ans après, plus de 30 ans après, parce qu'ils avaient été correctement pris en charge dans le temps de ces études, donc au moment où ils sont rentrés dans les études et des fois
dès le début de l'apparition de leur diabète, ne développent toujours pas les complications du diabète. C'est ça l'espoir qu'on voudrait que vous reteniez. C'est un diabétique bien équilibré, je vous l'ai dit en préambule, un diabétique bien équilibré peut éviter la survenue des complications du diabète. Et ça, c'est ce que vous devez garder en tête. C'est ce qui doit être votre moteur pour vous dire plus je serai équilibré, mieux je serai équilibré et plus tard ou peut-être pas n'arriveront les complications du diabète que je connais, qui me font d'ailleurs peur. Et d'ailleurs, c'est ça un peu la crainte de la plupart des patients diabétiques que nous suivons au long cours. Donc, Isabelle me dit, mon fils est diabétique de type 1 depuis 6 mois. Ma question, peut-on vivre toute une vie sans aucune complication avec une hémoglobine glyquée entre 6 et 7% en moyenne? Moi, je vous réponds sans hésiter, oui. Maintenant, est-ce que ma réponse sera juste dans les années qui vont venir? C'est essentiellement l'évolution la vision de l'évolution, parce que votre fils, je ne sais pas quel âge il a, hein, il est diabétique de type 1, pour le moment, il est bien équilibré, et donc on a espoir que cet équilibre garde une mémoire dans ses cellules et permette de le protéger au long cours. Mais au long cours, jusqu'où j'ai envie de dire que l'espoir fait vivre, à mon sens, il peut effectivement évoluer sans développer un jour les complications du diabète. D'autant plus que des moyens nous sont maintenant offerts de plus en plus pour améliorer cet équilibre glycémique et nous permettre de mieux vivre la maladie et d'être le mieux équilibré. Donc vous savez que les cibles que toutes les études se fixent pour le diabète, c'est essentiellement d'être en dessous de 7% pour les sujets jeunes. Donc, cette limite de 7% a été mise en place parce qu'on a, dans la plupart des études qui ont été menées, permis de voir que toutefois que les patients étaient en dessous de 7%, eh ben, ils avaient la capacité, la possibilité de ne pas développer les complications du diabète ou alors de les retarder, mais de manière très conséquente. Donc, Isabelle, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas inquiète pour maintenant, parce que quelque part au quotidien vous devez déjà gérer beaucoup de choses. C'est bien d'avoir à l'esprit la suite, mais sachez que tout est mis en place dans les études qui sont en cours, tout est mis en place dans l'innovation qui vous est proposée pour que justement ces complications-là arrivent le plus tardivement possible, sinon n'arrivent pas du tout. Voilà. Alors, votre fils a donc à 18 ans, vous me dites Isabelle, vous rajoutez une petite notion, à 18 ans, doit-on aller chez le podologue, l'angéologue tous les ans? Pouvez-vous nous indiquer le rythme de ces contrôles? Voilà la question que j'attendais et c'était la raison pour laquelle je ne me suis pas permise de vous le donner parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup d'échanges. Hein. Donc merci Isabelle de me donner l'occasion justement de donner un peu la fréquence. Je ne sais pas si je vais séparer les deux choses parce qu'en soi, il y a le fait que quand on est diabétique de type 1, on ne va peut-être pas avoir le même cycle de suivi. Alors, chez le diabétique de type 1, déjà enfant, ben, on va quand même aller chez l'ophtalmologue d'abord à la découverte parce que quelque part, ça permet de faire la cartographie du moment, mais ça, ce n'est pas une obligation, hein, c'est centre dépendant. Donc, mais on dit qu'il est judicieux, 3 ans après la découverte, entre 3 et 5 ans après la découverte, de démarrer le premier fond d'œil. Sinon, ce qui est intéressant, c'est de faire de manière régulière un dépistage de la petite albumine dans les urines, une fois par an pour rechercher l'atteinte rénale. Dans notre service, on met en place, puisqu'on a une majorité de patients diabétiques de type 2, on met en place essentiellement la prise en charge dans notre stratégie. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans notre stratégie, on prend surtout
en charge les patients diabétiques en réalisant à la découverte la cartographie des complications en faisant un fond d'œil, la microalbuminurie des 24 heures pour dépister l'atteinte rénale, on fait l'examen neurologique pour rechercher la présence ou non d'une neuropathie et on fait le bilan cardiovasculaire avec le cardiologue et l'angiologue. Ça, c'est à la découverte. Et puis, si il n'y a pas de lésion particulière, ces examens doivent être faits une fois tous les 2 à 3 ans. Par contre, si on retrouve une quelconque lésion, le spécialiste que vous aurez vu vous donnera la fréquence de suivi et à ce moment-là, vous pouvez avoir des fréquences différentes en ce qui concerne le suivi des yeux et des reins et puis des fréquences différentes pour le bilan cardiovasculaire. Chez les enfants, alors, comme je le disais de manière pertinente à Brigitte, c'est vraiment une discussion qui va s'établir en fonction de la durée du diabète, de l'équilibre glycémique, de la présence de facteurs pouvant favoriser des événements cardiovasculaires. C'est-à-dire que c'est un jeune maintenant qui devient tabagique, qui fume, qui consomme peut-être de manière excessive de l'alcool, qui est un peu dans la sédentarité, qui présente un surpoids, qui va peut-être déjà développer de la rétinopathie diabétique. Là, oui, il y a nécessité d'aller dépister les maladies cardiovasculaires en allant voir le cardiologue et en allant voir l'angiologue. Et en ce qui concerne le podologue, honnêtement, quand on est diabétique de type 1, on a difficilement les déformations. Mais dès qu'on voit s'installer des douleurs, qu'on dit des douleurs d'insensibilité au niveau des pieds, ou alors une hypersensibilité, des douleurs de décharge électrique, de sensation de marcher comme sur du coton, d'avoir l'impression d'avoir des fourmillements, il est peut-être temps, oui, d'aller chez le pédicure podologue pour qu'il réalise d'abord un examen au niveau des pieds pour ne fût-ce que la propreté et l'hygiène des pieds, mais également qu'il démarre un suivi podologique, c'est-à-dire qu'il mettra votre pied sur un appareil spécial qui va montrer des zones d'hyperappui qu'il faudra éventuellement renforcer par des semelles ou des zones de levée d'appui. Il cherchera également des déformations de vos pieds qui permettront ainsi de mettre en évidence qu'il y a déjà une atteinte motrice au niveau des pieds. Donc voilà, pour ce qui est d'Isabelle, la réponse à votre question. Et je pense avoir répondu à tout. Hein. Oui, j'ai parlé du diabétique de type 1 et de la prise en charge chez diabétique de type 2. C'est la même fréquence de suivi, c'est simplement qu'en fonction des problèmes qui vont s'annoncer, chaque intervenant que vous verrez, donc l'ophtalmologue, le cardiologue, l'angiologue, ça peut être aussi le néphrologue si vous avez déjà installé des soucis au niveau rénal, vous donnera à partir de ce moment-là sa fréquence de suivi et intensifiera votre prise en charge pour améliorer les problèmes qu'il va dépister. Donc, François Bureau dit bonjour, ma fille découverte en mars, découverte donc d'un diabète en mars, a pris 10 kilos. Depuis, que faire? Alors, votre fille a quel âge? Et elle prend du poids. Est-ce qu'il s'agit d'un diabète de type 1 ou un diabète de type 2? Parce que la prise en charge n'est pas la même. Mais bon, voilà, il faut, si on doit lui donner des conseils, éventuellement mettre le doigt sur ce qui a pu entraîner cette prise de poids. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de s'alimenter? Est-ce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire qui viennent se greffer parce qu'elle vit mal cette situation? Est-ce qu'elle surdose un peu ses insulines et du coup, parce qu'elle voudrait être parfaitement équilibrée et du coup, elle prend un peu trop de poids? Et donc, dans ces conditions-là, il faut l'aider à prendre en charge en fonction des problèmes qu'elle va présenter, qu'on pourra mettre en évidence. Alors, la question est un peu à moitié, je vais dire, parce que les informations restent insuffisantes.
mais déjà, il faudrait essayer de cartographier cela. Et puis, si c'est une diabétique de type 1, pourquoi ne pas la passer en pompe sous-cutanée? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'avec les pompes sous-cutanées, ben, on minimise suffisamment les besoins pour être le plus proche des besoins uniquement physiologiques, c'est-à-dire de ce dont elle a réellement besoin. Et puis, si elle est diabétique de type 2, on peut éventuellement intensifier son traitement si elle ne l'a pas déjà par la possibilité de prendre ce que on appelle des analogues du GLP-1, c'est-à-dire des médicaments qui viennent aider le pancréas à mieux rattraper les glycémies par la fabrication d'une insuline en dose suffisante en fonction de ce qu'on a mangé. Ces analogues du GLP-1 ont la capacité également d'aider à la perte de poids. Donc, je ne sais pas trop, Françoise, dans quelle situation se trouve votre fille, mais voilà, à mon sens, les pistes de prise en charge qu'on peut déjà vous proposer. Alors, Otis le cartésien, eh bien, j'espère que vous êtes très cartésien. Lorsqu'on a fait un examen de glycémie, quel est le marqueur qui confirme qu'on est diabétique? Alors, on définit le diabète par des prises de sang en laboratoire. Donc, vous allez faire 2 prises de sang à jeun qui vont permettre de voir si oui ou non vous êtes diabétique. Si vos glycémies au laboratoire bien faites à jeun sont supérieures à 1,26 g, on va déjà poser le diagnostic de diabète. Mais par contre, on peut aussi faire une glycémie à n'importe quel moment de la journée. Si vous dépassez les 2 grammes de glycémie, alors on peut poser le diagnostic de diabète. C'est la glycémie capillaire en laboratoire qui pose le diagnostic de diabète et non l'hémoglobine glycosylée. L'hémoglobine glycosylée est le moyen de surveillance, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, l'hémoglobine glycatée, selon les diabétologues, la terminologie peut changer. Donc, ce sont ces 2 glycémies faites en laboratoire qui vont poser votre diagnostic. Alors, Sylvie Mazet de Normandie, il n'y a pas de question, Sylvie, donc je vous laisse le temps de nous la poser. Alors, Sifia revient, elle dit « Merci docteur de votre réponse, très claire ». Et Sifia nous fait un petit coucou d'Algérie. Je suis profondément et particulièrement heureuse de voir que, effectivement, nous sommes dans la diabétologie francophone. Et j'invite effectivement le monde francophone, la diabétologie francophone, qui va jusqu'après le Maghreb et l'Afrique noire subsaharienne, d'être avec nous, de participer à ces live conférences. Anne-Sophie qui nous dit bonjour, au vu de ces risques d'infection et de cette période hivernale, que pensez-vous de la vaccination de la grippe? Quels sont les autres vaccins recommandés en tant que diabétique? Merci pour cette belle initiative. Nous vous remercions de nous encourager. Alors Anne-Sophie, ben, la question elle est toute simple, hein. Même déjà chez l'enfant, on préconise que le vaccin de la grippe soit fait chez les patients diabétiques. Et au-delà de la grippe, on vous conseille de faire, on vous préconise de faire également le vaccin contre le pneumocoque. Et puis, il faut être vacciné contre tétanos, polio, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, diphtérie dans le cycle du calendrier vaccinal. Donc, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne va pas rentrer dans le cycle du calendrier vaccinal, mais au-delà du cycle du calendrier vaccinal, on vous propose le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le pneumocoque pour éviter justement les pneumopathies à pneumocoque et la grippe qui est, selon les années, plus ou moins violente. Voilà, donc oui, Anne-Sophie, il faut faire les vaccins. Même chez les diabétiques de type 1, enfants, je le répète, ces vaccins-là sont préconisés aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé, préconisés par le calendrier vaccinal. Alors, Nadine Lefebure qui nous dit « J'ai 58 ans,
Je suis sous Apidra 3 fois par jour et Lantus à midi. J'aimerais savoir si je me fais mettre une pompe intelligente, je ferai moins d'hypoglycémie. Nadine, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Comme le disait la semaine dernière le docteur Muriel Bénichou, il est déjà sur le marché une pompe qui a la capacité d'éviter au maximum les hypoglycémies qui s'appelle la 640G avec un capteur qu'on appelle le capteur NLAD qui est doté d'une fonction qui permet d'arrêter lorsqu'on a déterminé un seuil de glycémie basse à ne pas dépasser, en anticiper, elle arrête la pompe pour que vous n'atteigniez pas ce seuil-là, donc que vous ne puissiez pas arriver à l'hypoglycémie. Les seules hypoglycémies que vous risquez de faire, ce sont celles que vous allez faire en adaptant votre insuline sur le repas. Donc si vous ne l'avez pas correctement dosée et que vous avez surjoué la dose d'insuline, ben vous pouvez faire une glycémie parce que ce principe permet d'anticiper sur un calcul sur une durée déterminée, donc sur environ une trentaine de minutes. Mais lorsqu'on fait un bolus, la vitesse de passage de l'insuline est beaucoup trop rapide, donc la pompe est incapable d'anticiper là-dessus. Mais oui, déjà, si elle peut anticiper sur les hypoglycémies que vous faites de par la dose de Lantus, vous en ferez nettement moins. Oui, vous pouvez passer à la pompe intelligente. Revoyez ça avec votre diabétologue, qu'elle vérifie les conditions de mise sous pompe. Si vous êtes éligible, il n'y a absolument aucun problème. Hein, comme disait le docteur Bénichou la semaine dernière, les pompes sont encore trop peu utilisées dans notre pays. Nathalie Tang dit bonjour, je suis diabétique de type 2. Pour l'instant, je n'ai pas de traitement. J'ai une hémoglobine glyquée autour de 6%, je suppose, avec 2,50 g de glycémie. Je ne mange pas de sucre, à part dans l'alimentation. Comment faire pour le baisser et revenir à la normale? Merci docteur, je suis âgée de 56 ans et j'ai un diabète de type 2. Non, un diabète depuis 2 ans. Donc effectivement, vous avez un diabète récent. Les recommandations, c'est que chez le diabétique, à la découverte, plus ou moins bien équilibrée, c'est-à-dire autour des 6%, on commence par des mesures hygiéno-diététiques. Et si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, évidemment, on va aller vers les traitements. D'abord, les traitements médicamenteux, et puis en stratégie, on va augmenter en puissance. Ce qui me gêne, c'est que vous me dites que vous avez 2,25 g de glycémie. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous les avez, mais cela veut dire qu'à un certain moment de la journée, vous sortez des objectifs glycémiques qui, normalement, sont les vôtres. Mais j'entends aussi que vous avez 6% d'hémoglobine glyquée, si c'est bien ce que vous avez voulu nous dire. Donc, si vous avez 6% d'hémoglobine glyquée avec, par moment, 2,25 g de glycémie, ben, ça veut dire que quelque part, votre pancréas est capable encore pour le moment de couvrir et de prendre en charge ces glycémies qui s'élèvent par moment et permettre finalement en moyenne, puisque l'hémoglobine glyquée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la moyenne de vos glycémies sur une durée déterminée d'environ 3 à 4 mois. Et donc, sur les 3 à 4 mois qui ont précédé le moment où vous le faites, ben, ces 2,25 g de glycémie n'ont pas eu d'impact. Alors, faut-il traiter, faut-il pas traiter? Là est toute la question. Vous êtes diabétique récemment découverte, 56 ans. Il faut éventuellement savoir s'il y a d'autres éléments que ces 2,25 g et également s'il y a des facteurs qui peuvent nous dire ces facteurs-là sont présents et donc oui, je dois en tenir compte pour traiter Nathalie. Donc ce sont essentiellement, à mon avis, soit la présence de complications ou soit la présence de facteurs cardiovasculaires, c'est-à-dire de facteurs qui peuvent faire en sorte que vous présentez des événements cardiovasculaires. À ce moment-là, la question de traiter votre diabète va se poser parce que plus on prend en charge un diabète et ses autres corollaires qui ont tendance à vous emmener vers les événements cardiovasculaires, mieux c'est. Alors, Perlouette Pamela de Jésus, bonjour.
Brigitte Selve, vous nous dites mon médecin a détecté un diabète de type 2, m'a mis sous metformine, elle m'a prescrit une glycémie dans 3 mois, mais pas l'hémoglobine glyquée. Est-ce normal? Par contre, en plus du vaccin pour la grippe, elle me fait le pneumovax. Donc, elle a raison de vous faire le vaccin contre la grippe et le pneumovax. Le pneumovax, justement, c'est ce vaccin contre le pneumocoque. Alors, vous êtes diabétique de type 2, vous êtes traité. Alors, elle vous fait la glycémie dans 3 mois. Elle vous fait, peut-être qu'elle a pris la décision de vous faire d'abord une glycémie dans 3 mois et de faire une hémoglobine glycosylée. C'est un peu compliqué, je ne suis pas à la place de votre médecin, ou tout simplement regardez déjà comment, elle veut regarder déjà comment la metformine rééquilibre vos glycémies. Sur un instant T, comme ça, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais effectivement, une hémoglobine glycosylée se justifie au bout de 3 mois. Donc, éventuellement, vous pouvez revoir votre médecin et lui demander de vous prescrire l'hémoglobine glycosylée qui serait là le meilleur reflet de l'équilibre glycémique sous metformine. Mais la glycémie du moment est une glycémie que vous ferez qui ne cartographiera que l'instant T, c'est-à-dire le moment où on fera la prise de sang. Voilà, donc elle a eu raison quelque part de vous faire le pneumovax et le vaccin. Là, mesdames et messieurs, les aléas du direct font que de temps en temps, la technologie nous lâche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, nous nous sommes retrouvés donc bloqués et à devoir couper de manière un peu violente notre intervention. Je ne sais pas trop où nous en sommes. Alors, nous allons, puisque nous n'avons pas encore le défilé qui revient des questions, nous permettre pendant ce temps de répondre aux questions des patients. Alors, les questions qui ont été mises à jour donc, dans la semaine. Je me permets donc de répondre à Misty Gris qui nous dit « Bonjour, je suis diabétique de type 1, découvert l'an dernier à 42 ans. Je suis maman de 2 enfants, l'un de 9 ans et l'autre de 14 ans. Ont-ils besoin d'un suivi particulier de dépistage ?» Alors, Madame Mistigri, vous avez 42 ans, vous avez donc un diabète de type 1 lent. Et ce diabète-là est un diabète auto-immun. Il a pour principe d'être un diabète accidentel. C'est-à-dire qu'en fait, votre système immunitaire, qui est votre système de défense personnelle, a mal enregistré une information, a intégré que les cellules qui fabriquent l'insuline sont devenues des ennemis à votre corps et a fabriqué des soldats, des anticorps qui ont détruit ces îlots de Langerhans et qui vous ont rendu aujourd'hui diabétique de type 1. C'est, à mon sens, un diabète accidentel qui fait qu'il n'y a pas de facteur d'hérédité. Mais ça n'exclut pas un jour que vos enfants puissent avoir un diabète de type 2 pour des raisons XY. Peut-être qu'il y a une hérédité diabète dans votre famille. Donc, dépister maintenant vos enfants, ce n'est pas nécessaire, mais leur donner des mesures hygiéno-diététiques comme éléments de vie, une hygiène de vie où ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, où ils vont faire de l'activité physique, c'est toujours bien pour eux, quelle que soit la pathologie qui peut un jour leur arriver. Donc, voilà Madame Mistigri. Nous revenons donc, comme nous vous disons, priorité au direct. Voilà, les questions reviennent. Isabelle qui nous dit « Nous conseillez-vous les vaccins Prevnar et Pneumovax ou un seul est-il suffisant ?» Alors, dans les protocoles de suivi maintenant pour le diabète, on préconise des protocoles avec Prevnar et puis ensuite une consolidation avec Pneumovax. Donc ça, de toute façon, quand vous allez voir votre médecin pour la vaccination, il vous donnera les mesures de prise en charge. Il faut effectivement sur des protocoles bien précis, il a en place des protocoles bien précis qui nous sont diffusés par la Haute Autorité de Santé. Et donc, on fait 2 injections
de Prévenard et on consolide à la fin, un an après, par du Pneumovax. Donc voilà, en général, les deux sont nécessaires, mais si on avait déjà bien été vacciné au préalable, la consolidation Pneumovax seul suffira. Voilà. Merci Isabelle. Donc, on va continuer sur les questions de la semaine. En attendant que le direct se poursuive. Donc, je suis diabétique de type 2, j'ai une piqûre de Trulicity une fois par semaine, en plus de mon traitement habituel. Mais depuis mars que j'ai ces piqûres, j'ai souvent mal à l'estomac, j'ai perdu 12 kilos, le diabète baisse, est-ce normal ces maux d'estomac? Alors, Madame Marielle, c'est très bien. Vous avez fait beaucoup de bonnes choses. Vous avez réussi à perdre du poids, peut-être au péril d'avoir des douleurs d'estomac. C'est un peu les effets indésirables de ces traitements-là qu'il ne faut pas non plus négliger ni ne mettre que sur ce compte d'effets secondaires des médicaments. Donc, vous avez mal au ventre, il faut peut-être revoir un peu, faire un petit bilan pour éliminer des soucis qui pourraient être secondaires à une autre pathologie. Hein. Peut-être que vous avez un ulcère d'estomac, mais c'est vrai que ces soucis d'estomac, ces sensations nauséeuses, ces sensations de douleur abdominale, de nausées, de vomissements, sont décrits comme les effets secondaires de ce traitement. Alors, on peut vous proposer, puisque vous avez quand même bien perdu et que votre diabète s'est nettement mieux équilibré, vous proposer d'arrêter momentanément le Trulicity pendant quelques temps, hein, 1 mois, et puis voir si ces soucis d'estomac s'arrêtent. S'ils s'estompent, ils sont effectivement en lien avec le médicament. À ce moment-là, puisque vous avez nettement amélioré vos glycémies, maintenir les efforts que vous faites en attendant et souffler un peu de la prise du Trulicity. Mais cela ne vous dédouane pas, si jamais ça persiste, d'aller voir un gastro-entérologue pour aller chercher éventuellement un ulcère qui était déjà ou une irritation gastrique qui était déjà présente et qui, ma foi, s'est un peu aggravée. Voilà, donc voilà le conseil que, à mon sens, je peux vous donner. Voilà le conseil que je peux vous donner pour répondre à votre question. Alors, on va répondre donc, oui, à Florin Level dans les questions de la semaine qui nous demande c'est quoi l'apnée du sommeil, quand est-ce qu'il y aura des traitements. Ah ben non, c'est pas la même personne, excusez-moi. Florène Level nous demande qu'est-ce que l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, c'est une pathologie, enfin du moins un trouble du sommeil, hein, qui consiste à empêcher le patient de respirer pendant la nuit, qui peut être en lien avec une obstruction des voies respiratoires avec l'âge, ce qu'on appelle des taches ORL qui s'hypertrophient et donc qu'on peut enlever, qui peuvent être en lien aussi avec l'obésité et qui peuvent être en lien avec des maladies respiratoires chroniques et faire en sorte que pendant la nuit, le cerveau est mal oxygéné parce que ces éléments au sein de notre système ORL vont obstruer le passage de l'air, faire en sorte que le cerveau soit mal oxygéné, comme je vous disais, soit on arrête de respirer, soit on diminue la ventilation. Donc, cette apnée du sommeil peut compliquer un diabète, favoriser donc le diabète et favoriser ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension artérielle,
l'obésité, et ces maladies vont prédisposer les patients à faire des événements cardiovasculaires. Donc, l'apnée du sommeil est un trouble respiratoire, un trouble de la ventilation respiratoire qui empêche de bien oxygéner le cerveau et qui va ainsi favoriser l'émergence de maladies métaboliques qui sont essentielles, le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, l'obésité. Voilà. Pour dépister le diabète, pour dépister le syndrome d'apnée du sommeil, il est intéressant, donc, si on a le moindre doute, et le moindre doute vient sur des symptômes qui sont évocateurs. Parmi ces symptômes, on a les ronflements avec l'impression de mal respirer. C'est souvent votre compagnon qui vous dit qu'il a l'impression que vous ne respirez plus, et puis à un moment donné dans la nuit, vous cherchez votre air, vous vous levez le matin avec des maux de tête, une fatigue, l'impression de ne pas suffisamment dormir, d'avoir l'impression que votre sommeil n'est pas réparateur. Ça augmente aussi la nécessité d'aller de manière impérieuse souvent uriner. Donc tous ces symptômes-là, étant évocateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil présent, on va donc vous proposer d'aller voir un pneumologue qui va réaliser un enregistrement du sommeil et vous dire si vous avez effectivement un syndrome d'apnée du sommeil, soit léger, soit modéré, soit sévère, et qu'il prendra en charge par un appareillage. Alors, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent de partout. J'ai effectivement une de mes sœurs qui me fait un petit coucou de la Martinique. Merci Cathy d'être présente. Donc, nous allons continuer à répondre à votre question. Il y a une dernière question, moi aussi, pour faire un peu durer le plaisir, et je sais que Habita Cissé est au Mali. Elle dit « Bonjour, comment peut-on faire la distinction entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2 ?» Au passage, un petit coucou d'Habita. Donc, Habita est une jeune malienne qui a une grande association qui prend en charge les patients diabétiques au Mali. Et donc, effectivement, je répondrai avec plaisir à ta question, ma chère et tendre amie. C'est simple, mais un peu plus compliqué, effectivement, en Afrique. Le diabète de type 1 est un diabète qui est un diabète auto-immun. C'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps qui, comme je l'ai dit précédemment, notre système immunitaire ne reconnaît pas bien, un message et pense que les cellules qui fabriquent l'insuline sont devenues des ennemis. Ces anticorps que notre propre corps va fabriquer vont aller détruire ces cellules-là de manière assez brutale, et très rapidement, on va rentrer dans la maladie. Le diabète de type 1 est un diabète qui, de manière privilégiée, touche le sujet jeune, de poids normal, et va très vite emmener dans une situation de manque d'insuline avec la fabrication d'acétone. Mais ce diabète-là, on a compris qu'il n'est pas l'apanage seul de l'enfant, qu'il peut aussi arriver à l'âge adulte. Mais le profil est particulier, on est mince, on rentre brutalement dans la maladie avec de l'acétone et une perte de poids excessive et la fabrication des anticorps. Et puis le diabète de type 2, qui est plutôt un diabète de l'hérédité, qui va arriver plutôt vers l'âge mûr, c'est-à-dire le tien et le mien, celui où nous avons déjà passé la quarantaine. Il s'installe parce qu'on a une hérédité, parce qu'on a un profil un peu de surpoids, obésité même, et parce que on a mis en place une déstructuration alimentaire, on a un certain mode de vie de sédentarité, et donc
à ce moment-là, au-delà d'un certain âge, on va déclarer ce diabète qui ne répond absolument pas à la présence d'anticorps, mais à une hérédité familiale connue ou pas connue, mais qui est un diabète qui existe dans nos familles. Après, j'entends, pour répondre de manière spécifique à Abibata, il existe aussi le diabète spécifique de l'Africain, ce diabète qui semble associer un peu les deux types, c'est-à-dire qu'il s'annonce de manière assez brutale avec de l'acétone et il va par contre répondre très rapidement à un traitement par des médicaments. Ça, c'est aussi une spécificité qu'il faut savoir. Le diabète de type 1 se traite d'emblée avec de l'insuline, alors que le diabète de type 2 répond très très bien aux médicaments. Dans le diabète de type 2, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme est en lien avec une résistance de notre propre corps à notre insuline et à ce qu'on appelle à force, à une une mauvaise qualité d'insuline. De ce fait, cette insuline est inefficace et elle ne peut pas résoudre, c'est-à-dire rattraper les glycémies, ramener le sucre dans les cellules. C'est la raison pour laquelle on devient diabétique de type 2. Donc, Abibata, je sais qu'il existe un diabète bien spécifique de l'Africain qui est compliqué à cartographier et qui a tendance à s'exprimer de manière violente comme le diabète de type 1, mais à répondre à un traitement médicamenteux pendant très très longtemps. On dit que dans la région du bassin du Congo d'où je viens, ce diabète est en lien avec des poussées inflammatoires des cellules qui fabriquent l'insuline, qu'on appelle les cellules bêta-insulaires, du fait d'un virus d'hépatite particulier qui sévit là-bas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et je crois que nous sommes arrivés un peu au terme de notre entretien. Je répondrai donc très rapidement à Arago Louis, qui sera ma dernière intervention. Les autres, on répondra à vos questions courant de la semaine et pour les prochaines e-live. Donc il dit qu'il est à 7, Monsieur Arago nous dit je suis à 7,2% d'hémoglobine glyquée au mois de mai. Depuis, le médecin m'a prescrit la metformine au repas de midi et du Venmessia 1000 le soir. Mon hémoglobine glyquée est à 6,6%. La metformine a-t-il joué un rôle? La metformine, je vais très rapidement vous répondre, Monsieur Arago, est primum novens dans la prise en charge du diabète. La metformine est incontournable. C'est le traitement par excellence du diabète de type 2. Voilà, donc vous faites bien d'être sous metformine. C'est ce que recommandent les sociétés savantes. Dans la stratégie de prise en charge du patient diabétique, on commence toujours par la metformine. Tant que vous la tolérez, vous la gardez. Et la preuve est qu'elle vous a parfaitement bien équilibré. Vous êtes maintenant à 6,6% d'hémoglobine glyquée. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. J'ai été très heureuse de vous accompagner au cours de cette heure. Je vous annonce que la prochaine e-live conférence, du moins le prochain échange par web, sera animé par le docteur Céline Ide. Et moi, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et j'espère qu'à partir donc de ce suivi qui est impératif chez le diabétique, vous prendrez de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Merci d'être présent. Merci d'avoir assuré la présence de toute la diabétologie francophone. Et merci encore d'être comment est-ce que je vais dire ça, les patients et d'animer cet échange que nous voulons au cœur de vos problématiques. Merci de nous faire comprendre qu'on a eu raison et qu'on a toujours raison de continuer ces échanges quand on voit finalement que les questions sont importantes et intéressantes. Pour ma part,
je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2020. Merci, passez de bonnes fêtes.